Mon mari médecin a divorcé de moi après avoir écouté sa mère, c'est une soldate, les femmes comme elles n'ont pas de bébé, avait dit ma belle-mère. 7 mois plus tard, j'ai accouché pendant son service. Au moment où il a vu mon fils, il est devenu pâle. Est-il le mien? Je ne m'attendais pas à voir mon ex-mari au pied de mon lit d'hôpital pendant mon accouchement. Surtout après qu'il m'ait divorcé parce que sa mère était convaincue qu'une femme comme moi ne pourrait jamais lui donner un enfant. Mais il était là. 3h17 du matin. Au centre médical régional Sainte-Thérèse de Montargis, et j'étais sur le point d'avoir le bébé dont il ignorait même l'existence. La contraction a frappé si fort que j'ai agrippé la barre du lit et failli m'écraser les doigts. Léa, respire. La voix de Denise a percé la douleur. J'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé, mais respirer semblait un luxe à ce moment-là. Mon tensiomètre n'arrêtait pas de biper. Les infirmières entraient et sortaient de la chambre. Les lumières fluorescentes au-dessus semblaient beaucoup trop vives pour le milieu de la nuit. Une jeune infirmière nommée Amélie a vérifié un autre moniteur et a froncé les sourcils. Le docteur devrait arriver d'une seconde à l'autre. Je l'ai à peine entendu. Tout ce à quoi je pouvais penser était de traverser la prochaine contraction. Et puis la porte s'est ouverte. J'ai levé les yeux. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'hallucinais. Étienne, mon ex-mari, s'est arrêté net dans l'embrasure de la porte. La couleur a quitté son visage si vite que c'en était presque impressionnant. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. La pièce semblait figée. Puis Denise a rompu le silence. « Oh, tu te moques de moi. » Étienne m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. 7 mois. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que notre divorce était devenu définitif. 7 mois depuis que j'avais quitté la maison que nous avions partagée. 7 mois depuis qu'il avait choisi l'opinion de sa mère plutôt que notre mariage. Et maintenant, il se tenait dans ma salle d'accouchement. Une infirmière est apparue derrière lui. « Docteur Mercier. » Étienne n'a pas répondu. L'infirmière a jeté un coup d'œil entre nous. « Vous allez bien? » « Non, » a-t-il dit doucement. Cela nous faisait deux. Une autre contraction m'a frappé. J'ai gémi et serré les barres. Les instincts professionnels ont finalement pris le dessus. Étienne s'est avancé. Quelles sont ses constantes vitales? L'infirmière lui a tendu le dossier. La tension artérielle continue de grimper. Le rythme cardiaque du bébé a chuté 2 fois. L'expression d'Étienne a changé instantanément. Le même regard de docteur que j'admirais autrefois, concentré, calme, efficace. Pendant une seconde, j'ai détesté que cela me fasse toujours me sentir en sécurité. Il a regardé le moniteur, puis moi. Depuis combien de temps avez-vous des contractions? Environ 6 heures. Ses yeux se sont rétrécis. Vous avez attendu 6 heures. Denise a croisé les bras. Elle n'a pas attendu. Elle essayait de ne pas faire de drame. J'ai ri malgré moi. Puis une autre contraction a frappé et m'a rappelé que la vie n'était pas drôle. Étienne a de nouveau examiné le dossier. Sa mâchoire s'est contractée. 37 semaines. J'ai hoché la tête. Oui. Ses yeux se sont levés lentement. 37 semaines. Je pouvais pratiquement voir les calculs se faire dans sa tête. Il a dégluti difficilement. Léa, ne. La pièce est redevenue silencieuse. Je savais exactement ce qu'il pensait. Exactement ce qu'il voulait demander, mais je ne discutais pas de paternité pendant qu'un être humain essayait activement de sortir de mon corps. L'infirmière a interrompu. Nous devons prendre une décision. Étienne a de nouveau regardé le moniteur. Le rythme cardiaque du bébé a de nouveau chuté. Une petite alarme a retenti. Tout a changé. Le drame personnel a disparu. Pendant les 20 minutes suivantes, il n'était pas mon ex-mari. Il était mon médecin et le médecin de mon fils. Je l'ai regardé se déplacer dans la pièce, donnant des instructions. Sa voix était calme, confiante. La même voix qui m'avait autrefois aidé à traverser une crise de panique après un déploiement difficile. La même voix qui m'avait promis que nous vieillirions ensemble. Drôle comment la vie fonctionne. Parfois, les personnes qui vous sauvent sont les mêmes personnes qui vous brisent le cœur. Le travail est devenu plus difficile.
Beaucoup plus difficile. À un moment donné, j'ai cru que j'allais m'évanouir. La sueur a trempé mes cheveux. Mon dos avait l'impression de se fendre. Denise n'a jamais quitté mon côté. Elle m'a tenu la main, m'a donné des copeaux de glace, a menacé quiconque me regardait bizarrement. À un moment donné, elle s'est penchée et a chuchoté, « Si tu meurs, je vais hanter tout le monde dans cette pièce. » J'ai ri, puis j'ai pleuré, puis j'ai ri à nouveau. Cette fille est bizarre. Les heures se sont estompées. Le ciel par la fenêtre est lentement devenu gris. L'aube arrivait, et mon fils aussi. Finalement, Amélie m'a de nouveau examiné. Son visage s'est illuminé. D'accord, a-t-elle souri. C'est le moment. La pièce est soudainement devenue animée. Tout le monde bougeait plus vite. Les machines bipaient. Les instructions volaient dans tous les sens. Et puis c'est arrivé. Une dernière poussée. Un cri aigu a rempli la pièce. Le plus beau son que j'ai jamais entendu. Tout s'est arrêté. Toutes les peurs, toutes les douleurs, toutes les nuits solitaires. Pendant un instant parfait, rien de tout cela n'avait d'importance. Mon fils était là. J'ai commencé à pleurer immédiatement. Des pleurs disgracieux, sans aucune dignité. Denise pleurait aussi. Même Amélie semblait émue. Étienne a pris le bébé. Pendant une seconde, il a simplement regardé. Puis, il l'a soigneusement enveloppé dans une couverture. J'ai vu son expression changer. Quelque chose l'a frappé durement. Il a regardé le visage du bébé, puis a regardé à nouveau. Les mêmes yeux gris-bleu, la même fossette au menton, les mêmes traits qu'Étienne voyait tous les matins dans le miroir. Ses mains tremblaient légèrement, mais je l'ai remarqué. Étienne s'est avancé lentement. Il m'a tendu mon fils. Je l'ai tenu contre ma poitrine. Le bébé s'est calmé presque immédiatement, comme s'il savait déjà où il appartenait. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Étienne l'a finalement fait, sa voix à peine un murmure. Léa, je n'ai pas levé les yeux. Non. S'il te plaît. J'ai fermé les yeux parce que je savais ce qui allait arriver et parce qu'une partie de moi détestait encore que d'entendre la douleur dans sa voix m'affecte. La pièce s'était en grande partie vidée. Seule Denise restait à proximité, observant, attendant, protectrice comme jamais. Étienne a de nouveau dégluti. Puis il a posé la question. La question qui vivait dans ses yeux depuis la seconde où il était entré dans la pièce. Est-il le mien? La pièce est devenue silencieuse. Mon fils dormait paisiblement contre ma poitrine, complètement inconscient que tout son avenir venait de changer. Je l'ai regardé. Petit doigt, petit nez, petit battement de cœur. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Puis j'ai finalement regardé Étienne, l'homme qui aurait dû être à mes côtés à chaque rendez-vous médical, chaque échographie, chaque nuit blanche. Au lieu de cela, il avait été ailleurs. Croyant que je ne pouvais pas lui donner une famille, j'ai soutenu son regard. Ce n'est pas le lieu. Ses yeux se sont remplis de quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret. Peut-être que oui. Peut-être que non. À ce moment-là, honnêtement, je m'en fichais parce que pour la première fois depuis très longtemps, ma vie ne tournait pas autour d'Étienne Mercier. Elle ne tournait pas autour de sa mère. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agissait du petit garçon qui dormait dans mes bras. Étienne le regarda de nouveau. Son visage devint pâle, presque gris. Finalement, il chuchota, « C'est mon fils. » J'ai ajusté la couverture autour de Cédric. Puis j'ai croisé son regard une dernière fois. Non. Ma voix était calme, posée, plus forte que je ne me sentais. C'est mon fils. J'ai laissé les mots s'installer, puis j'ai ajouté, que tu deviennes son père est une question complètement différente. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à croire que si quelque chose était cassé, il fallait le réparer. Cet état d'esprit fonctionnait plutôt bien à l'armée. Le camion tombe en panne, on le répare. La voie d'approvisionnement est interrompue, on en trouve une autre. La mission tourne mal, on s'adapte et on continue d'avancer. Le mariage, il s'avère, ne fonctionne pas toujours de cette façon. Parfois, vous êtes le seul à essayer de le réparer. Et finalement, vous réalisez que vous reconstruisez une maison pendant que l'autre personne s'en va tranquillement.
Avec le recul, je ne peux pas dire exactement quand mon mariage a commencé à mourir. Je peux vous dire quand je l'ai remarqué. Ce n'était pas pendant une dispute. Ce n'était pas pendant le divorce. Ce n'était même pas quand Étienne a cessé de me défendre. C'était un dimanche après-midi à Montargis et je me tenais sur le parking d'un supermarché, tenant un test de grossesse que je ne parvenais pas à faire. Mais je vais trop vite. Quand j'ai rencontré Étienne Mercier, j'avais 34 ans. Il en avait 37. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour la santé des anciens combattants près d'Orléans. J'étais là pour représenter un programme de soutien aux familles militaires. Il était bénévole au sein d'un groupe d'aide médicale. Tout le monde aimait Étienne. Honnêtement, moi aussi. Il était gentil sans être faux, intelligent sans le rappeler constamment à tout le monde. Et contrairement à beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés après des déploiements, il n'était pas intimidé par une femme qui pouvait changer un pneu plus vite que lui. Notre premier rendez-vous a duré 4 heures. Le second a duré 6. 8 mois plus tard, nous nous sommes mariés. La première année a été bonne. Pas parfaite, mais réelle. Nous avons acheté une petite maison en dehors de Montargis. Nous passions les week-ends à travailler dans le jardin. Nous nous disputions sur les couleurs de peinture. Nous regardions le football, nous nous endormions sur le canapé. Des choses normales, le genre de choses qui manquent aux gens après leur départ. Quand nous avons décidé d'avoir un bébé, aucun de nous ne s'attendait à ce que cela prenne longtemps. J'étais en bonne santé, active, toujours en service. Étienne était médecin. Nous pensions que la nature ferait finalement ce que la nature fait. Quelques mois ont passé, puis 1 an, puis 2, puis 3, et chaque mois semblait un peu plus lourd que le précédent. Au début, les gens nous laissaient tranquilles. Puis les questions ont commencé. Les questions commencent toujours par « Quand avez-vous des enfants ? Vous feriez de si bons parents. Que attendez-vous ? Personne ne veut faire de mal. » La plupart des gens pensent qu'ils font la conversation. Mais après un certain temps, chaque question ressemble à un projecteur, surtout quand on n'a pas de réponse. J'ai commencé à tout suivre. Graphique de température, fenêtre d'ovulation, plan de nutrition, rendez-vous chez le médecin, vitamines. J'aurais pu organiser une opération militaire avec moins de paperasse. Quand mon médecin a suggéré des tests de fertilité, j'ai accepté immédiatement. Aucune hésitation, aucune excuse. Je voulais des réponses. N'importe quelle réponse. Les résultats sont revenus normaux. Je me souviens d'avoir regardé le rapport sur le parking après, soulagée, confuse, pleine d'espoir. J'ai appelé Étienne depuis mon camion. Tout semble bon. C'est super. Tu devrais prendre rendez-vous pour les tiens. Une pause. Oui, c'était le premier délai. Il y en aurait beaucoup d'autres. Les semaines sont devenues des mois. Chaque fois que je demandais, quelque chose surgissait, travail, patient, conflit d'horaire, papier d'assurance. Les excuses changeaient. Le résultat ne changeait jamais. À l'époque, je n'y pensais pas beaucoup. J'aurais aimé. Puis il y a eu Marlène, ma belle-mère, la femme qui pouvait vous insulter tout en ayant l'air de faire une prière. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a serré dans ses bras et a souri. Oh, une femme militaire. J'ai souri en retour. Oui, madame. Eh bien, c'est certainement différent. Différent ? Ce mot m'a poursuivi pendant des années. Tout en moi était différent, différent de ce qu'elle voulait, différent de Coralie Duval, différent des belles filles qu'elle imaginait en étant assise à l'église tous les dimanches. Coralie était infirmière praticienne, blonde, soignée, du Sud, toujours parfaitement habillée. La femme que Marlène avait voulu qu'Étienne épouse avant que j'arrive. À la décharge de Coralie, elle n'a jamais rien fait de mal. Elle était toujours polie, toujours respectueuse. Le problème n'était pas Coralie. Le problème était que Marlène la traitait comme un tableau comparatif. Et d'une manière ou d'une autre, je perdais toujours. Un dimanche après la messe, nous déjeunions chez Marlène. Poulet frit, haricots verts, biscuits, thé sucré, l'habituel. Coralie est passée par là parce qu'elle avait aidé à organiser une collecte de fonds pour l'église. Marlène s'est illuminée dès qu'elle a franchi la porte. Coralie a un tel don avec les enfants. Coralie a ri.
Je fais juste du babysitting parfois. Non, ma chère. Certaines femmes sont des mères naturelles. La table est devenue silencieuse. Pas complètement silencieuse. Juste assez pour que tout le monde sache exactement qui n'était pas inclus dans cette catégorie. Coralie avait l'air mal à l'aise. Étienne fixait son assiette. J'ai bu une gorgée de thé. C'est intéressant. Marlène a souri. Qu'est-ce que Tu n'as jamais vraiment vu Coralie élever un enfant. Le sourire s'est légèrement contracté. Je peux juste le dire. J'ai hoché la tête. Ça doit être agréable d'avoir ce super pouvoir. Denise m'a dit plus tard que j'aurais dû faire payer l'entrée pour cette conversation. Malheureusement, le sarcasme n'a pas suffi à arrêter ce qui a suivi. Parce qu'avec le temps, Marlène est devenue plus audacieuse, pas ouvertement cruelle. Cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, elle est devenue préoccupée. Les gens préoccupés peuvent être dangereux. Préoccupé semble raisonnable. Préoccupé semble aimant. La préoccupation donne à la cruauté un déguisement. Un après-midi, elle est venue chez nous pendant qu'Étienne était au travail. Je plantais des fleurs près du porche. Mes genoux me faisaient déjà mal à cause des années de service militaire. Je me suis levé lentement. Elle l'a remarqué. Bien sûr, elle l'a remarqué. Oh, ma chérie. Ce ton. Chaque conjoint de militaire connaît ce ton. Encore ton genou? Un peu. Elle a froncé les sourcils. C'est dommage. J'ai recommencé à creuser. Puis est venue la phrase suivante. La vraie phrase. Les enfants demandent tellement d'énergie. Je me suis arrêté. C'était là, toujours là, caché dans chaque conversation, comme une écharde. Tu as l'air inquiète pour mes genoux. Je suis inquiète pour ton avenir. Non. J'ai levé les yeux. Tu es inquiète pour tes petits-enfants? Elle a souri tristement, comme si j'étais la difficile. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Étienne. Je n'ai pas répondu parce que je commençais à réaliser quelque chose. Elle ne me parlait pas. Pas vraiment. Elle montait un dossier. Et chaque mois sans grossesse devenait une nouvelle preuve. Le plus difficile n'était pas Marlène. C'était Étienne. Parce que chaque fois qu'elle poussait, j'attendais qu'il riposte. Chaque fois qu'elle franchissait une limite, je m'attendais à ce qu'il le remarque. Parfois, il me disait de ne pas la prendre au sérieux. Parfois, il disait qu'elle voulait bien faire. Parfois, il changeait de sujet, mais il ne l'arrêtait jamais vraiment. Une nuit, je lui ai finalement demandé. Nous faisions la vaisselle après le dîner. Rien de dramatique, juste la vaisselle. L'eau qui coule. La vie ordinaire. Étienne. Pourquoi ne me défends-tu jamais? Il s'est figé pendant une demi-seconde, puis a continué à rincer une assiette. Je le fais. Non. J'ai secoué la tête. Tu me calmes après. Il n'a pas répondu. Je savais déjà que j'avais raison. Une semaine plus tard, j'étais assise seule sur un parking de supermarché, tenant un autre test de grossesse négatif. Le soleil se couchait. Des gens poussaient des chariots dans le parking. Des familles chargeaient des courses dans des SUV. J'ai regardé ce petit bâton en plastique et j'ai pleuré plus fort que je ne veux l'admettre. Non pas à cause du test, mais parce que je me suis soudainement senti complètement seul. Le divorce n'a pas commencé dans un tribunal. Il a commencé là, sur ce parking, les larmes coulant sur mon visage et la prise de conscience grandissante que je portais le poids de notre déception seule. Je ne connaissais toujours pas le pire. Je ne savais toujours pas que pendant que je blâmais mon corps, quelqu'un d'autre connaissait déjà la vérité. 3 semaines après que mon divorce soit devenu définitif, je me suis évanoui lors d'un briefing logistique à la base militaire de Val-de-Grâce. Pas mon moment le plus fier. Une seconde, j'étais debout devant un tableau blanc, expliquant les retards de ravitaillement pour un exercice d'entraînement. La seconde d'après, je me suis réveillé allongé sur le dos, 3 soldats me regardant comme si j'avais été touché par balle. Capitaine, j'ai cligné des yeux. Quelqu'un m'a tendu de l'eau. Un autre soldat avait l'air terrifié. Ce qui, honnêtement, avait du sens,
car lorsqu'un capitaine de l'armée s'effondre soudainement au milieu d'une salle de briefing, les gens ont tendance à supposer le pire. Je vais bien, ai-je marmonné. Je n'allais pas bien. J'avais des nausées, des vertiges, je transpirais et j'étais étrangement émotive pour quelqu'un qui avait déjà remis en place une épaule luxée sans pleurer. Denise est arrivée 20 minutes plus tard, après que quelqu'un l'ait appelée. Elle m'a regardé une fois et a dit « Oh, tu as l'air horrible. » Merci. Tu as l'air enceinte. J'ai levé les yeux au ciel. Ne commence pas. Il s'est avéré qu'elle avait raison. À l'hôpital militaire du Chêne, une docteure fatiguée nommée Isabelle Dubois est entrée dans la salle d'examen, tenant une tablette. Elle a souri doucement. Capitaine Mercier. Oui, vous êtes enceinte. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru qu'elle avait le mauvais dossier. Je l'ai regardée, puis j'ai ri une fois. Pas un rire joyeux, le genre confus. Non. Elle a de nouveau regardé la tablette. Votre test est positif, et d'après vos chiffres, vous êtes enceinte de plusieurs semaines. J'ai secoué la tête lentement. Ce n'est pas possible. Le docteur Dubois a tiré un tabouret. Eh bien, biologiquement parlant, ça l'est tout à fait. J'ai regardé mes mains. Je me souviens à quel point elles étaient froides. J'ai dégluti difficilement. Je veux dire, nous avons essayé pendant des années. L'expression du médecin s'est adoucie. Parfois, ces choses arrivent plus tard que prévu. Parfois, un si petit mot pour quelque chose qui change complètement votre vie. J'ai conduit en silence après cela. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas répondu aux appels. Je ne me suis même pas arrêté pour un café. Je suis juste resté assise dans mon allée pendant presque une heure, fixant le volant pendant que mon cerveau essayait de rattraper la réalité. Enceinte à 38 ans après le divorce. Après des années à croire que mon corps avait échoué, j'ai finalement pris mon téléphone et ouvert le contact d'Étienne. Mon pouce a plané sur son nom. Je devrais lui dire. Cela aurait été la chose décente, la chose mature, la chose légale probablement. Mais alors un autre souvenir a refait surface. La cuisine de Marlène. Dîner du dimanche. Sa voix flottant à travers l'embrasure de la porte. C'est une soldate. Les femmes comme elles n'ont pas de bébé. Et pire que ces mots, Étienne ne disant rien. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur le siège passager. Non, pas encore. Peut-être jamais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas d'aller à la salle de bain pour me regarder dans le miroir, comme si je verrais une personne différente. Je ne me sentais pas mère. Je me sentais fatiguée, effrayée et furieuse. Cette partie de moi voulait toujours qu'Étienne sache. Les semaines suivantes sont devenues un flou de rendez-vous et d'épuisement. Parce que voici la chose, personne ne vous dit quand vous êtes plus âgée et enceinte. Votre corps garde le score. Mes genoux me faisaient constamment mal. Mes chevilles gonflaient. Je ne pouvais pas dormir toute la nuit. J'ai pleuré une fois parce que le restaurant avait oublié ma crème aigre. Puis j'ai pleuré plus fort parce que j'ai réalisé que je pleurais pour de la crème aigre. Denise a trouvé cette histoire hilarante. Tu as survécu au stress du déploiement mais tu as failli perdre la tête à cause de produits laitiers. J'étais hormonale. Tu as menacé de poursuite judiciaire un caissier de 17 ans. Il a levé les yeux au ciel. Denise a souri. Honnêtement, c'est juste. Elle est devenue mon contact d'urgence pour tout. Rendez-vous, course à la pharmacie, spirale de panique nocturne. Une nuit, elle m'a trouvé assise sur le sol de ma cuisine, entourée de papiers, de dossiers médicaux, de formulaires d'assurance, de documents de divorce. Qu'est-ce que tu fais? J'ai frotté mon front. Je me prépare pour quoi? Je ne sais pas encore. Mais au fond, je savais. Je me protégeais parce que si Étienne découvrait, Marlène finirait par le découvrir aussi. Et au moment où cela arriverait, ma grossesse cesserait d'être privée. Elle deviendrait une salle d'audience, une discussion à l'église, une dispute familiale, une bataille de réputation. Je ne pouvais pas survivre à cela en portant un bébé. Alors, j'ai tout documenté. Date, rendez-vous, messages vocaux, le calendrier de conception estimé. J'ai gardé des copies et des dossiers comme des preuves pour un futur procès.
Peut-être que cela semble froid. Peut-être que ça l'était. Mais la vie militaire vous apprend quelque chose d'important. L'espoir n'est pas une stratégie. Quelques mois plus tard, Denise m'a traîné au restaurant Le Chantilly après un rendez-vous. J'avais l'air terrible. Mes pieds me faisaient mal, mon dos me faisait mal, et le bébé avait apparemment décidé que ma vessie était son trampoline personnel. Nous nous sommes glissés dans une banquette près de la fenêtre. Denise m'a tendu un menu. Tu as besoin de protéines. J'ai besoin de sommeil. Tu peux avoir des œufs d'abord. Une femme s'est approchée de notre table, portant du café, la cinquantaine, queue de cheval brune, visage amical. Denise a souri. Léa, c'est Nora. La femme a hoché la tête poliment. Vous avez servi avec Denise. Malheureusement, ai-je dit. Nora a ri doucement. Puis son expression a légèrement changé quand elle a entendu mon nom de famille. Mercier. Je me suis immédiatement raidi. C'était automatique à ce moment-là. Nora a remarqué. Je suis désolé. J'ai travaillé dans une clinique de santé masculine à Orléans. Je n'ai rien dit. Elle avait l'air mal à l'aise. Je ne devrais probablement même pas mentionner ça. Denise s'est penchée légèrement. Quoi? Nora a baissé la voix. Je me souviens du docteur Étienne Mercier qui est venu il y a quelques années. La pièce est soudainement devenue plus petite. J'ai gardé mon visage neutre. Pourquoi faire? Nora a secoué la tête rapidement. Je ne peux pas discuter d'informations médicales privées. Alors ne le faites pas. Mais elle m'a toujours regardé attentivement. Si votre avocat commence à poser des questions pendant les procédures de garde, elle a fait une pause, assurez-vous qu'il pose les bonnes questions. Mon estomac s'est noué. Denise a compris immédiatement. Je pouvais le voir sur son visage. Nora s'est levée maladroitement. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Puis elle est partie. Pendant plusieurs secondes, ni Denise ni moi n'avons parlé. La serveuse a rempli nos cafés. La musique country jouait doucement au-dessus. Un vieux couple se disputait affectueusement à propos des galettes de pommes de terre frites à proximité. La vie normale continuait autour de moi tandis que mon monde entier basculait. Finalement, Denise a parlé doucement. Léa. J'ai fixé la table. Il savait. Nous ne savons pas cela. J'ai levé les yeux brusquement. Non, ne fais pas ça. Faire quoi? Ne l'adoucis pas. Denise a expiré lentement. Parce qu'elle savait, comme moi. Si Étienne était allé dans une clinique de fertilité avant le divorce, alors il savait qu'il pourrait y avoir un problème de son côté. Et il m'a quand même laissé porter toute la honte. Je me suis soudain senti malade. Vraiment malade. J'ai sauté de la banquette et j'ai à peine atteint la salle de bain avant de vomir. La nausée de la grossesse n'y était pour rien. Je me suis penchée sur l'évier après, tremblante. Pas encore en pleurs, juste tremblante. Quand je suis revenu, Denise attendait tranquillement. Ni l'une ni l'autre ne plaisantait plus. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. Denise a hoché la tête une fois. D'accord. Et je dois arrêter de penser comme son ex-femme. Elle a incliné la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ramassé lentement mon sac à main. Cela signifie qu'à partir de maintenant, je pense comme la mère de Cédric. C'est à ce moment-là que tout a changé. Non pas parce que j'ai complètement cessé d'aimer Étienne. Honnêtement, une partie de moi l'aimait encore. C'était la partie humiliante. Non, ce qui a changé était plus simple que cela. J'ai cessé d'attendre que quelqu'un d'autre me protège. Les premières 24 heures après la naissance de Cédric ont ressemblé à un rêve étrange. Pas le bon genre. Le genre où des visages familiers apparaissent dans des endroits où ils n'ont pas leur place. J'ai à peine dormi. Chaque fois que Cédric faisait un bruit, je me réveillais. Chaque fois qu'une infirmière ouvrait la porte, je levais les yeux. En partie parce que j'étais une nouvelle mère. En partie parce que je savais qu'Étienne était quelque part dans le bâtiment. Et je savais qu'il n'allait pas laisser tomber ça. Le matin après l'accouchement, la lumière du soleil inondait la chambre d'hôpital. Cédric dormait dans son berceau à côté de moi. Je le regardais quand un léger coup à la porte s'est fait entendre.
Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Je savais. Entrez. Étienne est entré. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Il avait l'air épuisé. Pas épuisé par un service hospitalier. Épuisé par la vie. Sa cravate était partie. Ses manches étaient retroussées. Il y avait de la barbe sur son visage. Je ne l'avais jamais vu paraître plus vieux. Il a jeté un coup d'œil à Cédric, puis à moi. « Comment vous sentez-vous » ? Fatigué. C'est juste. Le silence s'est étiré. Finalement, il a tiré une chaise plus près. J'ai déposé le rapport de conflit. J'ai froncé les sourcils. Le quoi ? L'hôpital exige une documentation lorsqu'un médecin traite un membre proche de sa famille. Bien sûr, j'avais presque oublié. L'administration de l'hôpital lui avait déjà parlé après l'accouchement. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. L'urgence avait justifié son implication, mais les procédures sont les procédures. Tout devait être documenté. Drôle, encore la documentation. Toute ma vie semblait tourner autour de la paperasse ces derniers temps. Étienne s'est frotté la nuque. Ils vont tout examiner. D'accord. Ils vont probablement déterminer que j'ai agi de manière appropriée. D'accord. Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Vous n'avez rien d'autre à dire ? Je l'ai regardé. Que espérez-vous exactement ici ? Ses yeux se sont baissés. Cette réponse a fait plus mal que si j'avais crié. Parce qu'au fond, il savait qu'il n'avait pas beaucoup gagné de ma part. Pas encore. Peut-être jamais. Il a de nouveau regardé Cédric. Le bébé a légèrement bougé. Une petite main s'est échappée de la couverture. Étienne a fixé ses petits doigts comme s'ils étaient faits de verre. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai croisé les bras. Croire quoi ? Qu'il est là. Un rire amer m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Eh bien, quelqu'un pensait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Son visage a tressailli. Bien. Non pas que j'ai aimé le blesser, mais parce que j'étais fatigué de porter toute la douleur moi-même. Pendant des années, j'avais été la seule à saigner émotionnellement. Maintenant, il devait enfin en supporter une partie. Une infirmière a frappé et est entrée avant que l'un de nous puisse continuer. Elle a vérifié mes constantes vitales, ajusté un moniteur, fait la conversation, des choses normales d'hôpital. L'interruption a semblé presque miséricordieuse parce que ni Étienne ni moi ne semblions plus capables d'avoir une simple conversation. Tout portait une histoire. Chaque phrase traînait des années derrière elle. Après le départ de l'infirmière, il s'est levé. Je veux un test ADN. C'était ça. Directement aux affaires. Pas de surprise. J'ai hoché la tête. D'accord. Ses sourcils se sont levés. D'accord, par l'intermédiaire d'avocats. Le soulagement sur son visage a duré peut-être une demi-seconde. Puis il a disparu. Léa, non. Il a soupiré. Nous pouvons gérer ça en privé. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle. Parce que c'était ridicule. En privé ? Son expression s'est durcie. Je veux dire, sans avocat. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là, en silence. Ce n'est pas juste. Encore ça. Quoi ? Cette phrase ? J'ai secoué la tête. Chaque fois que quelque chose vous met mal à l'aise, ça devient injuste. Pendant une seconde, il a eu l'air de vouloir argumenter. Au lieu de cela, il a détourné le regard. Intéressant. Très intéressant. Parce que c'était la première fois que je voyais une incertitude véritable en lui. Le genre qui vient quand quelqu'un réalise que les vieilles excuses ne fonctionnent plus. Quelques heures plus tard, j'ai reçu ma première visite de Marlène. J'aurais préféré une autre contraction. Au moins, les contractions finissent par s'arrêter. La porte s'est ouverte. Elle est entrée. Boucle d'oreilles en perles, cheveux parfaits, vêtements d'église, et juste à côté d'elle se trouvait Coralie Duval, bien sûr. Pendant un bref instant, Marlène a semblé vraiment émue. Pas en colère, pas manipulatrice, juste stupéfaite. Ses yeux se sont posés sur Cédric,
puis se sont écarquillés. Parce que même à moins de 2 jours, ce bébé ressemblait à un Mercier. La ressemblance n'était pas subtile. Son seul menton aurait pu régler une affaire judiciaire. Marlène s'est rapidement remise. Trop rapidement. Oh, c'est tout ce qu'elle a dit au début. Juste un mot. Puis son masque social a repris sa place. Eh bien, a-t-elle souri? Un sourire forcé. Les bébés peuvent ressembler à toutes sortes de personnes. Denise a failli s'étouffer avec son café. Elle était arrivée 20 minutes plus tôt et avait déjà pris possession de la chaise de visiteur comme un garde du corps. Madame, a dit Denise, ce bébé a tout le visage de votre fils. Coralie avait l'air mortifiée. Honnêtement, j'ai eu un peu pitié d'elle. Elle semblait toujours piégée dans l'orbite de Marlène. Comme une personne décente qui s'est accidentellement jointe au mauvais club de lecture. Marlène a ignoré Denise. Ses yeux sont restés sur moi. Nous devrions faire attention aux suppositions. J'ai soutenu son regard. Nous aurions dû faire attention aux accusations aussi. Ça a fait mouche. Je pouvais le dire. Son sourire s'est contracté. Pas beaucoup. Juste assez. Puis elle a essayé une approche différente. La voix douce. La voix concernée. Celle qui faisait croire aux étrangers qu'elle était gentille. Léa, ma chérie. Personne ne veut de conflit. J'ai presque admiré la performance. Presque. Vous m'avez traité de stérile pendant 3 ans. Je n'ai jamais dit ça. Denise a reniflé si fort qu'une infirmière a regardé dans la chambre. Vous l'avez absolument fait. Marlène s'est tournée vers elle. Je pense que peut-être les émotions sont à vif. Denise a pointé Cédric. Il a des émotions. Il a 48 heures. Coralie a soudainement couvert sa bouche. J'ai réalisé qu'elle essayait de ne pas rire. Pour la première fois, je l'ai aimée. Marlène l'a remarqué aussi. Son expression s'est légèrement assombrie. Puis elle s'est levée. Je pense que nous devrions tous attendre les résultats ADN. C'était ça. L'implication. L'accusation sans en faire une. Une de ses spécialités. J'ai senti la colère monter. Une vraie colère, chaude et immédiate. Mais avant que je puisse répondre, une autre voix a parlé. Celle d'Étienne. Maman. Tout le monde l'a regardé. Il se tenait silencieusement près de la fenêtre, regardant, écoutant. Maintenant, il s'est avancé. Stop. La pièce s'est figée. Marlène a cligné des yeux. Étienne. Non, maman. Sa voix est restée calme, mais plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des années. Stop. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Marlène a semblé surprise. Pas en colère. Surprise, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi ces mots ne fonctionnaient pas. Elle a ramassé son sac, redressé sa veste et est partie. Coralie a suivi après m'avoir offert un sourire d'excuse. La pièce s'est immédiatement sentie plus légère. Denise a sifflé. Eh bien, personne n'a répondu. Après 1 minute, elle s'est levée aussi. Je vais chercher à manger. Elle a pointé Étienne. Toi. Puis m'a pointé du doigt. Toi. Puis a fait un geste d'avertissement. Pas de bêtises. Dès qu'elle est partie, le silence est revenu. Étienne avait l'air épuisé à nouveau, plus vieux d'une certaine manière. Il s'est rassis et pour la première fois, j'ai vu la peur. Une vraie peur. Pas la peur de perdre un procès. Pas la peur de l'embarras. La peur de la vérité. J'ai décidé de tester quelque chose. Savais-tu? Sa tête s'est levée lentement. Savoir quoi? Qu'il pourrait y avoir eu un problème de fertilité de ton côté. La couleur a quitté son visage. Pas complètement, juste assez. Et à ce moment-là, j'ai eu ma réponse. Il savait exactement ce que je demandais, ce qui signifiait qu'il savait exactement pourquoi je le demandais. Étienne. Il a fermé les yeux juste 1 seconde, mais c'était suffisant. Cette petite pause m'en a dit plus que n'importe quel test ADN ne pourrait jamais. 3 mois plus tard, les résultats ADN sont arrivés.
Le test a confirmé ce que tout le monde avec une vue fonctionnelle savait déjà. Cédric était le fils d'Étienne, à 100%. Pas de surprise, pas de révélation dramatique au tribunal. Pas de secret caché, juste des faits. Froid, simple, indéniable. La plus grande surprise est venue 2 semaines plus tard. Mon avocate, Maître Dubois, m'a appelé un jeudi après-midi alors que je pliais des vêtements de bébé dans mon salon. Cédric dormait dans un berceau portable à côté du canapé. Pour une fois, la maison était calme. J'ai répondu sur haut-parleur, « Salut, Maître Dubois. Vous avez une minute ?» Quelque chose dans son ton m'a fait m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Une pause. Nous avons reçu les dossiers. Je savais déjà de quel dossier il s'agissait. Les dossiers de fertilité. Ce que nous avions légalement demandé après qu'Étienne ait déposé une demande de droits parentaux. J'ai regardé Cédric, soudainement effrayé par ce que j'étais sur le point d'entendre. Et Maître Dubois a expiré lentement. Léa, Étienne a subi des tests de fertilité près de 9 mois avant le divorce. Ma poitrine s'est serrée, même si je l'avais suspecté, même si je l'avais pratiquement su. L'entendre à voix haute était différent. Et il a été informé qu'il y avait des préoccupations concernant le nombre de spermatozoïdes et la motilité. J'ai fermé les yeux. C'était ça, la vérité. La chose dont je m'étais blâmé pendant des années. La chose que Marlène avait transformée en une campagne d'humiliation publique. La chose qu'Étienne n'a jamais corrigée. Maître Dubois a continué, il y avait des tests de suivi recommandés. L'a-t-il fait? Non, bien sûr que non, parce que les tests de suivi auraient exigé de faire face à la réalité, et la réalité était apparemment plus facile à mettre sur mes épaules. Après que l'appel ait pris fin, je suis resté assise en silence pendant longtemps. Pas en pleurs, pas en criant, juste assise. Cédric a finalement s'est réveillé et a commencé à rouspéter. Je l'ai pris automatiquement, l'ai bercé contre mon épaule, et c'est là que la chose la plus étrange s'est produite. Je ne me sentais pas dévasté. Je me sentais libre. Pendant des années, je m'étais demandé si quelque chose n'allait pas chez moi. Pendant des années, j'avais porté une honte qui ne m'appartenait pas. Maintenant, je savais enfin. Le poids n'avait jamais été le mien. Une semaine plus tard, une autre invitation est arrivée. Celle-ci venait de Madame Fournier, la femme du pasteur de l'église de Marlène. Soirée des valeurs familiales et du service communautaire, un banquet en l'honneur des bénévoles locaux, des familles militaires et des leaders communautaires. J'ai failli la jeter. Presque. Puis j'ai remarqué quelque chose. Marlène Mercier, récipiendaire du prix du mentorat féminin. J'ai ri si fort que Cédric s'est réveillé en sursaut. Mentorat. C'était fort de café. Denise est venue ce soir-là. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a lu une fois, puis 2 fois, puis a commencé à rire aussi. Oh, c'est incroyable. Je sais. Tu y vas? Non. Elle m'a regardé. Tu y vas absolument. J'ai secoué la tête. Pas question. Léa. Non, Léa. J'ai soupiré. Quoi? Denise a pointé l'invitation. Cette femme a passé des années à contrôler le récit. Je n'ai rien dit parce qu'elle n'avait pas tort. Combien de personnes dans cette église pensent encore que tu ne pouvais pas avoir d'enfant? Trop. Combien pensent que tu as trompé Étienne? Plus que je ne voulais le savoir. Denise a plié le papier. Tu n'as pas besoin de faire de scène. Je ne veux pas de scène. Je sais. Elle a souri. Mais il est peut-être temps que quelqu'un entende la vérité. La semaine suivante, je n'arrêtais pas d'y penser. Une partie de moi voulait rester à la maison, protéger ma paix, me concentrer sur Cédric, passer à autre chose. Mais une autre partie se souvenait de chaque déjeuner du dimanche, de chaque chuchotement, de chaque regard de travers, de chaque demande de prière déguisée en potin. Finalement, j'ai appelé Madame Fournier. Je serai là. Le banquet a eu lieu un vendredi soir, début octobre. Assez chaud pour les manches courtes. Assez frais pour vous rappeler que l'automne arrivait. J'ai porté mon uniforme de cérémonie, non pas comme une déclaration, parce que les familles militaires étaient reconnues. Et parce qu'il me allait toujours. La plupart du temps,
Cédric portait une petite tenue bleue que Denise lui avait achetée. Il avait l'air ridicule et parfait. La salle paroissiale ressemblait exactement à toutes les salles paroissiales d'église du sud de la France. Longue table pliante, nappe blanche, gratin de haricots verts, rôti de bœuf, thé sucré, gâteau de supermarché, anciens combattants assis ensemble près du devant, dames de l'église discutant des affaires de tout le monde. Normal, familier, réconfortant jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Au moment où je suis entré, les conversations ont changé. Pas arrêté, changé. Les gens ont remarqué. Les gens remarquent toujours. Marlène m'a repéré en 30 secondes. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a traversé la pièce, portant des perles et un sourire. Le sourire est arrivé en premier. La chaleur, jamais. Léa. Bonsoir. Ses yeux se sont posés sur Cédric. Puis sont revenus vers moi. Eh bien, regardez-le. J'ai souri poliment. Il fait ça souvent. Plusieurs femmes à proximité ont ri. Marlène n'a pas ri. Il grandit certainement. Les bébés ont tendance à le faire. Le sourire a vacillé. Juste un petit peu. Bien. Pendant des années, c'était elle qui me mettait mal à l'aise. J'apprenais que l'inconfort fonctionne dans les deux sens. La soirée a continué. Dîner, annonce, prix de reconnaissance, segment d'appréciation militaire. Tout est resté parfaitement civilisé. Puis Marlène est montée au pupitre et tout a changé. Elle a accepté son prix avec une humilité forcée, a remercié les bénévoles, a remercié la direction de l'église, a remercié sa famille. Puis elle a commencé à parler de la maternité, de la féminité, du sacrifice, des valeurs familiales. Au début, rien ne semblait inhabituel. Puis le message a lentement changé, comme toujours avec Marlène. Une famille forte, a-t-elle dit, souriant à l'assemblée, nécessite des femmes prêtes à placer le foyer au-dessus de la fierté. Quelques têtes ont hoché la tête. Elle a continué, toutes les femmes ne sont pas appelées à la maternité. Mon estomac s'est noué. De l'autre côté de la pièce, Denise a marmonné, oh non. Marlène ne me regardait pas. Cela aurait été trop évident. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde savait. Certaines femmes poursuivent des carrières. Sourire. Reconnaissance. Sourire. Statut. Sourire. Mais élever une famille exige un autre type de force. La pièce est devenue plus petite, plus chaude. Et soudain, j'étais de retour à ces dîners du dimanche, de retour dans cette cuisine, de retour à porter un blâme qui n'était pas le mien. J'ai regardé Étienne. Il était assis à l'une des tables de devant, la tête baissée, silencieux à nouveau, comme avant. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Si je restais silencieuse ce soir, rien ne changerait jamais. Pendant quelques secondes, je suis resté figé. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué d'une manière que seules les personnes qui ont porté la même blessure pendant des années peuvent comprendre. J'ai regardé autour de la salle paroissiale, les tables pliantes, les desserts à moitié terminés, les membres de l'église faisant semblant de ne pas regarder, les anciens combattants assis près du devant, les femmes chuchotant derrière des tasses en papier de thé sucré. Et Marlène debout fièrement derrière le microphone, toujours souriante, toujours faisant semblant, toujours racontant une histoire sur moi sans jamais dire mon nom. Puis j'ai regardé Étienne une dernière fois. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore qu'il se lèverait. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore qu'il fasse ce qu'il aurait dû faire il y a des années. Défendre sa femme, dire la vérité, nous choisir. Au lieu de cela, il a regardé la table. Comme à chaque dîner du dimanche, comme à chaque réunion de famille, comme à chaque fois que sa mère affûtait ses mots et les pointait sur moi, quelque chose en moi s'est finalement calmé. Pas cassé, calmé, comme l'eau boueuse se calme après une tempête. Je me suis levé. Denise a immédiatement eu l'air nerveuse. Non pas parce qu'elle pensait que je ferais une scène, mais parce qu'elle savait que je me levais rarement à moins d'avoir déjà pris une décision. « Tu vas bien » a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Puis je me suis dirigé vers la scène. La pièce est devenue silencieuse presque immédiatement. Les gens ont remarqué. Ils le font toujours. Le pasteur Fournier a semblé surpris lorsque je me suis approché.
Capitaine Mercier. J'ai souri poliment. Puis-je dire quelque chose? Il a hésité, puis a hoché la tête. Je pense qu'il a senti que cela n'allait pas concerner le service militaire. J'ai pris le micro pendant une seconde. J'ai juste regardé autour de la pièce, pas en colère, pas émotive, juste honnête. Je m'appelle Léa Mercier. La pièce est devenue complètement silencieuse. Quelques personnes ont bougé sur leurs chaises. Tout le monde savait qui j'étais, et tout le monde savait exactement pourquoi j'étais là. J'ai fréquenté cette église par intermittence pendant des années. J'ai fait une pause. Certains d'entre vous me connaissent comme soldate. Quelques anciens combattants ont hoché la tête. Certains d'entre vous me connaissent comme l'ex-femme du docteur Étienne Mercier. Plus de hochements de tête. Et certains d'entre vous me connaissent comme la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Celle-là a fait mouche. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. De l'autre côté de la pièce, le sourire de Marlène a disparu. Finalement, j'ai continué. Cette histoire n'a jamais été vraie. Marlène s'est immédiatement avancée. Léa. J'ai levé une main, pas agressivement. Juste assez. Non. La pièce s'est de nouveau figée. Pour une fois, ce n'est pas elle qui contrôlait la conversation. J'ai passé des années à croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Ma voix est restée calme. Des années à me blâmer. J'ai baissé les yeux brièvement, puis je les ai relevés. J'ai fait tous les tests que mes médecins ont recommandés. Silence. J'ai suivi toutes les instructions. Plus de silence. J'ai porté chaque once de honte. J'ai jeté un coup d'œil à Étienne et je l'ai porté seul. Personne n'a interrompu. Pas même Marlène. Parce que soudain, la pièce n'entendait plus des ragots. Ils entendaient une personne, une vraie. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone, puis j'ai regardé directement Marlène. Vous m'avez une fois laissé un message vocal. Son visage est devenu pâle. Seulement légèrement, mais assez. Vous ne vous souvenez probablement pas. Elle se souvenait. Je pouvais le dire. Tout le monde le pouvait. Je le fais. La pièce est restée silencieuse. J'aimerais que tout le monde l'entende aussi. Le pasteur Fournier avait l'air mal à l'aise, mais il ne m'a pas arrêté. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement a duré moins de 15 secondes. C'était tout ce dont il avait besoin. La voix de Marlène a rempli la salle. Claire, calme, cruelle. Au moins, maintenant Étienne peut trouver une vraie femme. Une qui comprend qu'un homme a besoin d'enfants, pas de médailles. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Pendant un instant, tout ce que l'on pouvait entendre était la climatisation. Puis quelqu'un près du fond a chuchoté, « Mon Dieu !» Un ancien combattant assis près du devant a lentement secoué la tête. Une femme à côté de lui a croisé les bras. L'ambiance dans la pièce a changé instantanément. Non pas à cause du drame, mais parce que les gens ont soudainement compris. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la cruauté déguisée en conseil. Marlène s'est avancée. Cet enregistrement ne raconte pas toute l'histoire. Je l'ai regardé. Il en dit assez. Elle a rouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce que pour une fois, il n'y avait pas de réponse astucieuse disponible. Pas une qui survivrait à la lumière du jour. La pièce a attendu. Puis quelque chose s'est produit que je n'attendais vraiment pas. Étienne s'est levé lentement. La chaise a raclé le sol. Toutes les têtes se sont tournées vers lui, y compris la mienne. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait la défendre. Honnêtement, oui. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais ensuite, il a regardé directement l'assemblée et a finalement dit la vérité. Léa a raison. Les mots ont résonné dans la pièce. Marlène l'a fixé. Étienne, non. Maman. Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Je savais. La pièce est devenue encore plus silencieuse d'une certaine manière. Je savais qu'il y avait des problèmes de fertilité de mon côté avant le divorce. Des allaitements.
Plusieurs personnes ont semblé vraiment choquées, y compris Coralie. J'étais gêné. Il a dégluti difficilement. J'avais honte. Ses yeux ont trouvé les miens, et j'ai laissé Léa prendre le blâme. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu des larmes dans ses yeux. De vraies larmes, pas pour la sympathie, pas pour l'attention. Le genre que les gens pleurent quand ils ont enfin cessé de se mentir à eux-mêmes. J'ai laissé ma mère dire des choses qui n'étaient pas vraies. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu parce que chaque personne dans cette pièce comprenait exactement à quoi ressemble une confession. Marlène avait l'air stupéfaite, pas triste, pas pleine de remords, stupéfaite, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Le pasteur Fournier s'est doucement avancé. Peut-être devrions-nous prendre un moment. Personne n'était en désaccord. L'événement s'est terminé maladroitement après cela. Pas de cris, pas de sortie dramatique, juste une pièce pleine de gens qui repensaient soudain des années de suppositions. Honnêtement, cela m'a semblé plus satisfaisant que n'importe quel cri n'aurait pu l'être. Dehors, l'air d'octobre était frais sur ma peau. Denis se tenait à côté de moi, tenant Cédric. Les gens se sont lentement répandus sur le parking. La conversation a commencé. Des chuchotements ont circulé. La vérité agit vite une fois qu'elle est enfin libérée. Quelques minutes plus tard, Étienne est sorti. Je n'ai pas été surprise. Il s'est arrêté à quelques mètres. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a regardé Cédric, puis moi. Je suis désolé. Des mots simples. Des années trop tard, mais sincères. Je croyais qu'il les pensait. Cela n'a rien changé. Je suis désolé aussi. Il a eu l'air confus. De quoi? J'ai ajusté la couverture de Cédric pour avoir passé tant d'années à demander aux gens de voir ma valeur. La vérité m'a frappé en le disant. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'en avais fini. Et être fini est différent d'être amer. Étienne a pris une inspiration. Y a-t-il une chance que nous puissions recommencer? J'ai souri tristement. C'était ça. La question que tout le monde attendait. La question par laquelle se termine habituellement chaque histoire de vengeance. Les grandes retrouvailles, la deuxième chance, la fin heureuse. Mais la vie n'est pas un film à l'eau de rose. Et certains dommages changent la forme des choses pour toujours. Non, la réponse est venue facilement. Non pas parce que je le détestais, parce que je ne le détestais pas. C'était la partie surprenante. J'ai juste compris quelque chose maintenant que je ne comprenais pas avant. L'amour ne suffit pas. Le respect compte. La confiance compte. Le caractère compte. Et une fois que ces choses sont brisées, dire pardon n'est que le début, pas la ligne d'arrivée. Étienne a baissé les yeux. Je pense qu'il le savait déjà. Que dois-je faire maintenant? J'ai regardé Cédric, dormant paisiblement dans les bras de Denise, puis de nouveau Étienne. Sois un père. Il a hoché la tête. D'accord. De manière constante. Un autre hochement de tête. D'accord. Pas quand c'est pratique. Je comprends. Je l'ai cru. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment cru. Les mois ont passé, puis d'autres. La vie est redevenue lentement ordinaire. Le meilleur genre d'ordinaire. Repas de minuit, rendez-vous chez le médecin, lessive, facture, café, travail, le premier rire de Cédric, sa première dent, sa première tentative de manger un crayon, les choses importantes. Étienne a continué à se montrer, pas parfaitement, mais constamment. Cours de parentalité, visite, pension alimentaire, fête d'anniversaire, visite chez le médecin, le travail, le vrai travail. Marlène n'était pas autorisée à un accès non supervisé. Cette limite est restée fermement en place et finalement les gens ont cessé de parler du scandale. Les petites villes passent toujours au potin plus frais. Mais je n'ai jamais oublié la leçon parce que ce n'est pas la vengeance qui m'a sauvé. C'est la vérité. Ce sont les limites. C'est le respect de soi. La vraie victoire n'a pas été d'exposer Marlène. Ce n'a pas été d'humilier Étienne. Ce n'a pas été de prouver que je pouvais avoir un enfant. La vraie victoire a été de refuser de laisser le mensonge de quelqu'un d'autre devenir l'héritage de mon fils.
Aujourd'hui, Cédric s'épanouit. Je suis toujours en Auvergne, toujours en service, toujours en train de rire avec Denise autour d'un terrible café du restaurant Le Chantilly. Mes genoux me font toujours mal quand il pleut. Je ne fais toujours pas confiance facilement. Et certains matins, je me surprends encore à pleurer le mariage que je pensais avoir. Mais le chagrin et la paix peuvent exister dans le même cœur. J'ai appris que les gens pensent que la vengeance est bruyante. Parfois, elle l'est. Mais celle qui a changé ma vie a eu l'air beaucoup plus silencieuse. Elle a ressemblé à des documents juridiques, à des rendez-vous chez le médecin, à dire non sans se sentir coupable. À s'éloigner des gens qui exigeaient un accès à moi. À choisir la paix plutôt que l'approbation. Étienne demande occasionnellement si je lui pardonnerai un jour complètement. Peut-être que oui. Peut-être que je l'ai déjà fait. Le pardon et la réconciliation ne sont pas la même chose. J'ai appris cela aussi. Ce qui compte, c'est ceci. Mon fils grandira en sachant qu'il n'a jamais eu à gagner l'amour. Et sa mère non plus.